Martine Lecause, bonjour. Comment avez-vous découvert l'art du Mithila auquel vous avez consacré un livre en hommage aux femmes qui le pratiquent? J'ai découvert l'art du Mithila il y a très longtemps. J'avais 20 ans. C'était à Tours, j'étais étudiante à Tours et il y avait une petite exposition qui était organisée. La première impression a été de surprise parce que les papiers étaient posés directement sur le sol. Alors que nous, bien sûr, on fait tout un dispositif. Là, c'était sur le sol parce qu'en Inde, justement, elle dessine presque par terre. Mais elle dessine aussi sur des tables qui sont très basses. Donc de toute façon, ça n'est pas habituel pour nous. Le trait est très sûr dans l'art du Mithila. À ce moment-là, je rêvais de devenir illustratrice. J'étais moi-même très sûre de mon trait. J'ai su toujours dessiner d'une manière assez franche, sans retoucher. Et là, c'était le cas aussi. Donc, et puis les femmes, enfin, c'était seulement des femmes, et on nous expliquait que c'était une tradition très ancienne, depuis des siècles, mais peut-être 6, 8 siècles, et que les femmes se transmettaient de mère en fille. Donc tout ça, évidemment, une jeune femme de 20 ans, qui dessine aussi et qui voit la sobriété, à la fois la sobriété, le peu de moyens, et puis la netteté, le caractère franc. C'est ça ce qui m'a touchée, ce que j'ai rencontré un peu à ce moment-là. Donc vous dessinez vous-même depuis fort longtemps, vous vous intéressez bien sûr à l'illustration, et puis vous parliez de la netteté du trait, et qui était aussi une caractéristique de votre propre dessin. Est-ce qu'on peut parler d'un mystère de l'art du Mithila? Oui, alors justement, c'est quelque chose qui est très impressionnant et qu'on peut encore constater aujourd'hui. Quand on lit les témoignages des années 70-75, on peut lire par exemple par Iveco, elle peignait uniquement dans un état yogique. Donc bon, et c'est très bien dit, évidemment, on peut préciser qu'elle ne dessinait encore à ce moment-là que dans l'esprit de se relier au divin. Pour chaque fête, les femmes peignaient sur les murs de leur maison, et elles peignaient dans un certain état on ne peut pas vraiment parler de prière comme pour nous dans un monde judéo-chrétien. Ça n'est pas comme ça, c'est plutôt une sorte de disponibilité de l'esprit. On se rend disponible à recevoir. Et donc, elle ne dessinait que comme ça. Et habitée comme elle l'était par le divin, en tout cas cet aspect du divin auquel elle se référait, hop, elles étaient emplies de cette force-là. D'où le trait, même pour nous, parfois on pourrait trouver grossier ou raide ou maladroit, mais d'une netteté, d'une force réelle. Alors aujourd'hui, je vous disais, on peut encore le constater parce que je l'ai même vu. C'est un jour d'examen dans la petite école qui existe maintenant à Madhoubani.
Et les petites jeunes qui étaient là, il y avait une centaine de jeunes filles. Elles étaient par terre. Elles n'avaient que leur petit pot de couleur et leur pinceau ou leur plume. Et quand je suis arrivée, l'examen était déjà commencé. Et il y avait déjà une multitude de motifs très complexes. Donc, on dirait que c'est un peu mystérieux. Les filles ont encore en elles cette faculté de se laisser emplir par quelque chose qui les dépasse largement, qui dépasse les siècles aussi. Et elles sont uniquement concentrées là-dessus, et hop, elles vous posent ça sur le papier. Et vraiment, c'est parfois très très complexe. Lorsque vous êtes rendu sur place à Madoubani, avez-vous trouvé ce que vous imaginiez d'après vos souvenirs de jeunesse? Oui, en tout cas, oui, cette authenticité-là, oui, je l'ai vue. Je l'ai trouvée, je l'ai rencontrée, c'était partout. C'était comme ça vraiment. Et est-ce que vous avez trouvé d'autres formes d'art? Alors, il y a eu la grande surprise de découvrir l'art de quelques femmes, une en particulier, mais qui font partie d'une très ancienne tribu et qui sont des personnes qui sont toujours considérées comme intouchables. Et leurs dessins ne sont pas à proprement parler des dessins du Mithila. Leur culte, les dévotions ne sont pas les mêmes du tout. Il s'agit de la tribu des Douzades. C'est leur nom, une tribu très importante dans le nord de l'Inde. Mais quand vous allez dans cette tribu des Douzades, avec ces personnes, ces femmes intouchables qui dessinent, vous découvrez leur imaginaire à elles, leur légende à elles. Alors que les femmes du Mithila se rapportent toujours aux épopées, surtout le Ramayana, parce qu'ils concernent leur région de l'Inde beaucoup, eh bien les femmes intouchables du Bihar aussi se rapportent, elles, à leurs épopées. Et donc ce n'est pas du tout les mêmes histoires, pas du tout les mêmes thèmes. Alors, c'est les thèmes, mais c'est surtout la façon de pratiquer aussi, puisque elles sont parties de leurs tatouages. Dans les tatouages, on voit beaucoup aussi de leur dieu à elles. À un moment, aussi dans les années 70, il y a eu encore un moment où tout a basculé, parce qu'elles sont passées de leur peau au support papier. Et on se dirait, mais c'est presque abstrait, parce qu'on découvre des motifs répétitifs, mais qui finissent par être très impressionnants. Très impressionnants, parce que c'est toujours sobre, toujours très sûr. Mais ces femmes-là aussi sont habitées. Elles n'ont aucun souci de décoration. Vous voyez, ça c'est très important. Ce n'est pas encore l'apparence finale qui va l'emporter. Est-ce que le dessin va être réussi ? Est-ce que ce sera décoratif, ça va faire joli? Mais non, elles n'en ont rien à faire de tout ça. Quand elles répètent un motif, souvent on voit des esprits beaucoup répétés comme ça. Parce que pendant tout ce temps, elles sont habitées par ces présences-là. Si on veut bien accepter de dépasser les couches superficielles qui sont pittoresques, qui peuvent nous séduire, mais aller au-delà, et c'est vraiment un émerveillement, parce que on est dans une force. Mais vous voyez, je n'ai plus les mots, parce que précisément on dépasse les apparences et les mots, l'organisation logique. On le dépasse et on arrive au moment où, en effet, ça cogne, au moment où c'est palpitant, vous sentez que vous entrez dans la vie même. Et peut-être vous pressentez un tout petit peu de réel. Établir dans les profondeurs, au-delà des mots, dans le silence même, il y a encore des couches qui arrivent à... Donc cet art est assez peu ou mal connu en France. Quand a-t-il été découvert exactement?
Il a été découvert dans les années 30, 1930, à l'occasion d'un tremblement de terre. Les Anglais étaient toujours là. Et justement, c'est un responsable enfin, de la région du Bihar, un Anglais qui s'appelait William Archer, si vous voulez, qui a dû enquêter. Il s'est rendu sur place pour constater les dégâts, le nombre de morts. Et dans les ruines, il a vu, sur des morceaux de mur, il a vu des peintures qu'il ne connaissait pas du tout. Donc par bonheur, il a été touché par ce qu'il voyait et il a commencé à prendre des photos. Et en rentrant, il a écrit un premier article sur l'art du mutila. Et puis, il y a eu un moment critique dans l'art du mutila où il a fallu décider d'une évolution ou de le perdre à jamais. C'est que, à nouveau, les catastrophes naturelles sont revenues, les inondations à répétition. Et quelqu'un au gouvernement, une femme, Poupoule Jayakar, s'est émue de cette situation. Elle a pensé aux femmes du Bihar, dans cette petite région de Madhubani, autour de la ville de Madhubani, ces femmes qui pratiquaient cette peinture. Et elle s'est dit, elles ont peut-être le moyen de gagner un peu d'argent. Évidemment, il va falloir qu'elles fassent un saut terrible pour elles, franchir cette frontière entre le sacré et le profane. Et elle a envoyé là-bas, au Bihar, un artiste avec la mission de leur tendre la main. C'était un monsieur qui venait de Bombay, qui était un artiste déjà très connu, lui, Bhaskar Kulkarni. Il est allé là-bas avec des papiers, des pinceaux, des couleurs, pour suggérer aux femmes non pas d'abandonner le support qu'elles utilisaient jusque-là depuis toujours, c'est-à-dire les murs de leur maison, mais en même temps de dessiner aussi, parfois un peu, sur du papier pour essayer de vendre ce qu'elles faisaient. Vous voyez, on part d'une catastrophe. Évidemment, il y a des choses qu'on peut déplorer. Quelque chose, on va perdre quelque chose. Mais regardez le renouveau. Et qu'en est-il aujourd'hui? Il y a un nouveau moment déterminant dans l'histoire de l'art du mutila. Plus exactement depuis les années 2004-2005, avec la création de l'Institut de l'art du mutila à Madhubani. Cette petite école a été créée grâce à David Zanton, qui est un anthropologue américain. Il a vu et compris que l'essentiel risquait de s'égarer, d'être très vite dévoyé, et puis peut-être il a eu peur sans doute de voir la tradition tellement ancienne se perdre. Donc la tradition est maintenue parce que les professeurs sont des dames qui sont illettrées, pour certaines, en particulier Dulari Devi, mais aussi Urmila Devi, qui fait partie encore de celles qu'on considère comme intouchables. Elles sont illettrées et elles sont pourtant les professeurs. Elles ne vivent encore que avec cette inspiration dont nous avons parlé au début. Elles transmettent quelque chose qui n'a pas été modifié par le monde extérieur. Et puis aussi, il y a aussi une vieille dame qui travaille avec elle comme professeure et qui s'appelle Shashikala Devi. Et alors l'autre intention de David est de permettre aux jeunes filles de s'exprimer librement. Il a donc engagé une femme qui est professeure, qui a un diplôme de professeur d'art plastique, et qui s'appelle Rani Jha. Elle est brahmane, comme son nom l'indique. Les Jha sont des brahmanes. Et elle veut aider les jeunes filles à se faire un chemin d'émancipation par le dessin. Alors pour elles, ça commence par leur laisser la liberté de choisir les sujets qu'elles veulent exprimer. Et on peut voir beaucoup de dessins qui ont été effectués grâce à Rani Jha, des dessins qui dénoncent
les maltraitances dont les femmes sont victimes en Inde, dans cette partie de l'Inde, des choses qui se sont produites dans leur famille ou qu'elles ont vécues elles-mêmes. Et on voyait comment les femmes étaient battues, comment elles étaient dévisagées par les hommes dans la rue, mais avec des regards de prédateurs, comment des avortements se font maintenant depuis déjà des années, depuis d'ailleurs que l'échographie est possible. On découvre qu'elle attend, elle est enceinte, elle attend une fille et non un garçon, alors que c'est le garçon qui est souhaité. Vous voyez des dessins qui présentent tout ça. On voit l'échographie, la salle d'échographie. La jeune femme est tendue et vous voyez un écran et le bébé dessiné, le fœtus dessiné. Mais vous voyez aussi en arrière-plan une porte avec une inscription pour l'avortement, si c'est une fille. Vous voyez, on a des dessins maintenant qui ne présentent plus les scènes mythologiques, mais qui présentent les scènes de la vie d'aujourd'hui. Comment elles sont soumises, comment les scènes terribles de mariage. Si vous voyez cette peinture-là, si vous regardez, c'est dire pas vraiment une peinture, qu'on peut lire comme une bande dessinée. Vous voyez ici les étapes des fiançailles, les différentes scènes avec la famille, le mari qui est présenté là, le revoilà, tout le monde le salue. On voit les appareils photos qui sont dessinés d'une manière un peu naïve pour nous, mais ce sont des dessins récents. Et là, voilà la jeune fiancée qui est heureuse, qui est choyée comme une princesse pour son mariage. La voilà ici transportée dans une chaise à porteur pour quitter sa famille et se rendre chez sa belle famille, où elle va vivre désormais. Et voilà comment les choses se gâtent, si par malheur, au bout de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, elle n'a pas réussi à mettre au monde un enfant mâle. Alors voyez donc sa belle-mère avec ses lunettes pour montrer l'âge, et puis un fouet, et la jeune mariée qui est en train de devenir son esclave. Maintenant, on lui réserve les corvées de la maison. Et si les choses durent sans qu'elle mette au monde, donc on attend ce garçon, on l'attend parce que c'est par lui que ce système social doit perdurer. Et puis le culte sera rendu, ne sera possible pour lui que s'il se présente devant son Dieu avec son complément féminin. Donc si les choses durent, eh bien, voilà les horreurs auxquelles on assiste maintenant. La jeune femme est considérée comme inutile et donc on peut la détruire. Le voilà le jeune mari, prend sa bouteille d'essence, arrose sa femme d'essence et la belle-mère elle-même prend les allumettes pour mettre le feu. Et c'est ce qu'on appelle les accidents de cuisine ou les feux de Sari. Vous avez parlé de l'implication de l'anthropologue américain David Zampton. Est-ce que, par exemple, chez des Français, l'art du Mithila a suscité un intérêt similaire ? Oui, justement, très important, et c'est encore déterminant dans l'histoire de l'art du Mithila. Dans les années 70-75, il y a le français Yves Véco, qui était prof de lettres. Et c'était pour nous, en France, c'était la période hippie. Yves Véco se rendait comme d'autres hippies à Katmandou. Or, vous savez que Madhubani, l'ancien royaume du Mithila, se trouve sur ce territoire en bordure de Népal. Il est allé sur place avec le photographe Édouard Bouba, qui est un célèbre photographe. Édouard Bouba. Donc, ils ont publié ensemble un premier livre qui est toujours une grande référence pour tous ceux qui s'approchent de l'art du Mithila. Il avait aussi d'autres photos, à peu près 400 photos, qui ne sont pas dans le livre du tout. Ces photos, il les a confiées à monsieur André Édouard, qui était son grand ami. J'étais photographe, lui il voyageait, il était professeur, et puis il est allé à Katmandou, et puis passé au Mithila, comme vient de le dire Martine. Et voilà, il m'a confié sa collection de photographies. J'en fais cadeau à la fondation. Tout le monde s'est rencontré, et monsieur Padoue, André Padoue, par lequel l'Inde m'est devenue plus familière, et puis la voix tantrique,
qui est sensible dans l'art du Mitila. Votre dernier séjour en Inde remonte à 2012 et depuis vous avez organisé des expositions, vous avez donné vous-même des conférences. Est-ce que vous voulez bien nous en parler et puis aussi évoquer peut-être les projets que vous avez? Oui, alors de la même façon qu'Iveco, je me suis dit mais il faut me démener pour faire connaître cet art du Mitila. Et donc les choses se sont ouvertes vraiment très facilement à Amboise, avec la bonne volonté de tout le monde. La médiathèque, le directeur Nicolas Caillot, Stéphanie Claveau, qui a été vraiment plus que précieuse pour organiser les rendez-vous, les rencontres avec lycée, collège, et puis la mairie d'Amboise, le maire d'Amboise, Christian Guyot. Tout le monde vraiment a mis du cœur à tout ça, parce que pour organiser ces rendez-vous, on avait deux endroits, la médiathèque et l'église Saint-Florentin. Donc à l'église Saint-Florentin, il y avait 40 peintures du Mitila. On a connu un intérêt comparable à Saint-Aignan. C'est souvent une ou deux personnes qui mettent leur cœur dedans. La mairie de Saint-Aignan, représentée par monsieur Xavier Trottignon, très précieux, vraiment une appréciation réelle de l'action qu'il était en train de mener pour la mairie. Et puis Véronique Vassari, alors elle, exceptionnelle, pour la relation avec le collège de Saint-Aignan. Véronique Vassari a pris des initiatives pour impliquer les jeunes de tous âges. M'avait confié quelques peintures. Je les ai photographiées et après j'en ai extrait des petits morceaux que j'ai moi imprimés sur des carrés qui étaient tous de la même dimension. Et après, je suis allée dans les classes, j'ai expliqué le projet du Mitila, on a parlé avec les profs d'art plastique voilà, de la condition féminine. Et ils ont après, eux, créé, ils ont complété leur carré. Et ils l'ont offert pour le Mitila. L'art du Mitila, chez certaines personnes, mais ça déclenche un enthousiasme vraiment profond. Mais je pense, en tout cas dans mon cas, je sais que on peut l'expliquer parce qu'il y a plusieurs dimensions à la fois. Il y a la dimension humaine très forte, parce qu'il s'agit de la condition des femmes principalement. Cette transmission qui ne s'est jamais interrompue depuis peut-être le 11e ou 12e siècle, vous voyez. Et puis la dimension spirituelle qui est encore là. Et c'est à nous aussi de la faire vivre en étant particulièrement attentif quand elle s'exprime dans les dessins. Parce que vous voyez, c'est très naturel comme ça. Mais les personnes qui dessinent là-bas, elles se disent « Oh, ça a touché telle personne, telle autre, ce motif a touché, ce sujet a touché telle personne. » Donc c'est à nous aussi d'y veiller. Et c'est pourquoi je tenais à écrire aussi je voulais témoigner de cette dimension spirituelle. Oui, et il y a eu aussi les petits villages eux-mêmes qui se sont manifestés en demandant des expositions de l'art du Mitila. Alors à Saint-Martin-le-Beau, le manoir de Thomas Boyer, qui a été celui qui a réalisé le château de Chenonceau. Alors l'exposition a eu lieu là. Et Madoubani, voilà la vie. Vous voyez la femme mariée, elle n'a pas surtout, alors les grands événements qui font battre le cœur de David Zenton, mais je suis impressionnée aussi, à Paris. Alors, c'est dans le cadre du salon du livre indien qui s'appelle l'Inde des livres, organisé par M. Douglas Gressieux pour le mois de novembre. Et il y aura l'année prochaine, là c'est le gros événement qui s'appelle l'Inde en France. Et là, nous pourrons exposer jusqu'à 50 peintures du Mitila.
Et par ailleurs, cette année, j'aimerais repartir en Inde, si possible, pendant que David Zenton y sera aussi. Et sinon, Lina Sunich qui était avec nous, Lina Vincent Sunich exactement, une jeune indienne vraiment pleine de qualité, qui est historienne de l'art et qui s'attache à faire connaître aussi l'art du Mithila. Par ailleurs, elle organise d'autres expositions d'art en Inde, un peu partout en Inde. Mais on a ce lien avec elle parce qu'elle a pratiqué elle-même l'art du Mithila et que maintenant elle défend aussi cet art. Et puis de Peter Zirnis, qui est un assistant, grand assistant de David, j'aimerais retourner vers nos jeunes femmes de Madhubani, mais dans l'idée cette fois de recueillir leurs témoignages et qui seraient illustrés, c'est vraiment ce que je souhaite, par des dessins du Mithila, parce qu'on en a maintenant d'extraordinaires, comme je vous disais tout à l'heure, depuis que l'école existe et que Ranija, le prof, accorde aux filles l'expression.